La parole est à monsieur Jean Sol pour le groupe Les Républicains. Et vous avez 7 minutes, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Vice-président de la Commission des Affaires sociales, Madame la Ministre, mes chers collègues. Comme vous le savez déjà sûrement malheureusement, chaque année, près de 13 millions de personnes dans notre pays déclarent souffrir d'un trouble psychique, qu'il s'agisse d'anxiété, de dépression ou de troubles psychiatriques. La dépression touche aujourd'hui près d'un Français sur 5 au cours de sa vie. Les troubles anxieux concernent 15% de la population et les tentatives de suicide représentent encore 200 000 actes par an, avec près de 9 000 décès, faisant du suicide la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Ces chiffres sont le reflet de souffrances profondes qui imprègnent notre société. Car les causes à l'origine des problèmes de santé mentale sont multifactorielles. Précarité, isolement social, exposition aux violences, addiction, troubles du sommeil, trop longue exposition aux réseaux sociaux ou encore le mal-être au travail, burn-out. Toutes les catégories de la population sont touchées. Les jeunes d'abord particulièrement exposés aux harcèlements, aux réseaux sociaux ou à l'incertitude grandissante de leur avenir professionnel, dans un climat géopolitique anxiogène et dans un contexte économique préoccupant. Un tiers des jeunes présentent en effet des signes de troubles anxio-dépressifs, selon une étude de l'INSERM du mois d'octobre dernier. Et sur ces 20 dernières années, le nombre d'enfants et d'adolescents suivis en pédopsychiatrie a augmenté de 60% et les hospitalisations ont plus que doublé. Mais ce sont aussi les personnes âgées, trop souvent isolées et déconsidérées, qui sont malheureusement affectées. Nous l'oublions trop souvent, ces dernières représentent la tranche de la population la plus à risque de décès par suicide. Accéder à des soins psychiatriques relève encore aujourd'hui très souvent d'un parcours du combattant faisant face à de réelles inégalités territoriales. Dans certaines régions, le délai d'attente pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre ou un pédopsychiatre dépasse 6 mois. Plus de 30% des établissements publics de psychiatrie manquent cruellement de personnel. Et la situation est encore plus alarmante en pédopsychiatrie où le nombre de salariés hospitaliers a diminué de 40% entre 2010 et 2025 et un quart des départements sont dépourvus de pédopsychiatres. Pourtant, nous le savons, que les troubles psychiques ne sont pas une fatalité et nous sommes convaincus que nous disposons de solutions. Mais encore faut-il par exemple une filière attractive pour former les pédopsychiatres et les psychiatres de demain, améliorer le dépistage, développer davantage les maisons des adolescents ou encore amplifier les actions en matière de prévention et lutter contre la stigmatisation encore trop prégnante. Toujours est-il que plusieurs orientations sont possibles dès à présent pour tenter de corriger le tir et le fait que la santé mentale soit érigée en grande cause nationale ne peut que nous y aider. Le rapport d'information que nous avons récemment réalisé avec mes collègues Céline Brulin et Daniel Chassaing, portant sur les parcours d'accès aux soins de premier et de second niveau, nous a permis de faire émerger plusieurs pistes qui ont toutefois démontré qu'il n'y avait pas de grande cause sans grands moyens. Plus de 20 recommandations issues de nombreuses auditions et de visites sur le terrain auprès des professionnels s'articulent autour de 3 axes principaux. Lever les freins au déploiement des infirmières en pratique avancée, mention psychiatrie et santé mentale. Renforcer les centres médico-psychologiques pour les maintenir comme structure pivot de la prise en charge psychiatrique sectorielle, faciliter les interventions à domicile grâce au CMP ou à des équipes mobiles spécialisées. En plus de ces axes, notamment face au dysfonctionnement dont font l'objet les ASE et pour arrêter l'errance de la prise en charge diagnostique et thérapeutique psychiatrique des enfants protégés, nous avons proposé de développer l'aller vers des équipes mobiles pluridisciplinaires intervenant directement au sein de la structure. Aussi, face aux déserts médicaux qui concourent à la chronicisation des troubles, nous avons estimé avec mes collègues qu'il serait utile de cartographier les besoins en soins psychiatriques à l'échelle du territoire national afin de flécher les moyens vers les territoires les plus en tension. À court terme, le renforcement des effectifs pourrait également être facilité par la simplification du dispositif d'autorisation d'exercice des PADU d'une part et l'augmentation du nombre de stages réalisés par les étudiants en médecine en psychiatrie en priorisant peut-être les hôpitaux généraux. Enfin, nous prenons acte des nombreux plans et annonces gouvernementales depuis la feuille de route lancée en 2018. Mais le temps est à l'action. Les familles, les patients et les équipes médicales attendent légitimement du concret. La santé mentale, trop souvent invisibilisée, n'attend plus. Cette vision appartient largement au passé. À nous, à vous, de rendre le présent supportable pour nos concitoyens qui souffrent. Ainsi,
Face à ce constat et à l'ensemble de ces actions réalisées, la PPL a intégré les centres experts en santé mentale dans le Code de la santé publique, porté par notre collègue Alain Milon, que nous étudions aujourd'hui, arrive donc à point nommé. Elle ne pourra cependant, bien entendu, pas répondre à tout, car il faudra de toute façon beaucoup plus de moyens mis sur la table, mais cette dernière représente un levier parmi tant d'autres, et singulièrement pour l'accès aux soins de troisième niveau. En effet, les centres experts en santé mentale, nés de l'initiative de la Fondation Fondamentale, qui attribue sur la base d'un cahier des charges le label Centre expert en santé mentale aux hôpitaux qui postulent, contribuent à l'offre de soins de troisième recours, à la recherche et à l'innovation en psychiatrie. Ils fonctionnent sur le budget global de l'établissement auquel ils sont rattachés et pratiquent une médecine de précision axée sur le diagnostic pluridisciplinaire des patients atteints de troubles bipolaires, de schizophrénie, de dépression résistante ou d'un trouble du spectre de l'autisme. Il est important de rappeler que les centres experts interviennent en complémentarité des acteurs de premier et de second niveau dans les parcours de soins des patients de façon ultra spécialisée. Il est à noter l'intérêt unanime à disposer d'une offre de soins de troisième recours qui s'inscrit en complément des autres niveaux de prise en charge, mais il apparaît indispensable qu'elle respecte le principe de gradation des soins et s'inscrivent dans un cadre garantissant une bonne coordination entre tous les acteurs concourant à la prise en charge des patients. Tout l'enjeu réside dans la nécessité de reconnaître leur rôle et d'assurer leur pérennité. Tel est l'objectif de l'article 1 qui consacre au niveau législatif les missions et le mode de gouvernance des centres experts dans le Code de la santé publique. Deux réserves à celui-ci, l'une arguant que l'offre de soins de troisième recours n'est pas exclusivement assurée par les centres experts, mais par une multitude d'acteurs, et qu'à ce titre, elle ne peut être inscrite dans la loi. L'autre opposant le fait que l'organisation relève du pouvoir réglementaire. Celle-ci devrait s'atténuer, le rapporteur et la commission ayant décidé de modifier la rédaction de l'article 1, consacrant de manière plus large le rôle des équipes médicales assurant des soins de troisième recours. L'article 2 vise à encourager l'adhésion des acteurs de la politique de santé mentale, à adhérer, comme nous le préconisons dans notre rapport au CPTS, à favoriser la coopération des professionnels et que les actions mises en œuvre s'articulent avec les PTSM. La commission a jugé nécessaire de modifier l'intitulé de la loi, dont l'objet est désormais de reconnaître le rôle des acteurs assurant des soins de troisième recours en psychiatrie. Il appartient donc au ministère de la Santé, Madame la Ministre, d'octroyer les moyens nécessaires au développement de cette offre de soins en garantissant le principe de la gradation des soins, de concevoir et de mettre en œuvre un pilotage clair, adossé à un cahier des charges élaboré collectivement. Ce texte représente une opportunité qu'il convient de saisir. Je vous invite à le voter, mes chers collègues. Je vous remercie.